Louis-Ferdinand Sénil, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est que je travaille et que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je pense. Que la question, justement, où le désaccord est complet, c'est que nous sommes à l'époque de la publicité. Alors, c'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Donc, je serais partisan de la modestie, à savoir que ce qui compte, c'est l'objet. Ce qui compte, vous avez un appareil devant vous, là, j'espère qu'il est magnifique, mais après tout, le bonhomme qui l'a fait, il devait avoir des ennuis, il était peut-être cocu, il était peut-être pédéraste, il était peut-être blondinet, peut-être qu'il était androgyne, peut-être qu'il avait mal à la gorge, j'en sais rien. Mais son appareil marche, la preuve, n'est-ce pas? Ben, c'est l'appareil qui m'intéresse. Moi, le bonhomme qui l'a fait m'intéresse pas. Les vies romancées, ça m'embête. Mais parmi bon nombre de singularités, vous avez celle d'être parisien. Votre ton, vos manières, vos réactions, votre accent même, sont d'un Parisien, mieux encore peut-être, d'un Faubourien. Où êtes-vous né? Je suis né à Courbevoie-Seine, Rente-du-Pont, le 27 mai 1894. Et vous êtes resté longtemps à Courbevoie? 2 ans. 2 ans? 2 ans, oui. 2 ans, évidemment, on me l'a dit, parce que, après tout, à 2 ans, on n'a pas des souvenirs très précis. Mais enfin... Que faisaient vos parents? Ma mère faisait de la mode, et elle réparait des dentelles. Ça marchait pas très bien à Courbevoie, ce qui fait qu'il a fallu qu'elle ferme boutique. Alors, elle est partie, elle était placée chez sa mère, comme demoiselle de magasin, en rue de Provence. Et votre père? Mon père était correspondancier, parce qu'il était licencié SLET, mon père. Et alors, mon père avait des prétentions littéraires, il les avait d'ailleurs. C'était un homme lettré. Et il faisait la correspondance au service d'incendie du Phénix, rue Lafayette. Oui, voilà. Et de Courbevoie, vous êtes allé où? Je suis allé passage Choiseul. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que le passage Choiseul, à cette époque-là, était au gaz. Ce qui fait qu'il y avait 360 becs de gaz qui marchaient à partir de 14 du soir. Avec des becs OR qui marchaient, on était dans le gaz, donc j'étais élevé dans une cloche à gaz. Voilà. À cette époque-là, vous étiez un enfant très doux, très affectueux ou... J'avais pas beaucoup de chance d'être doux et affectueux. J'étais élevé dans les gifles parce qu'il fallait des gifles, parce que c'était comme ça à cette époque-là. On élevait avec des gifles. Et puis tais-toi, tu es un voyou, etc. Pas beaucoup. Aimiez-vous votre mère? Ben, je ne me posais pas la question. Tout ça se passait dans un... Eux étaient angoissés par le problème de la croque, n'est-ce pas? Parce que je me rappelle, je me rappelle d'une chose, il n'y avait jamais qu'une vitrine d'allumée le soir au gaz, parce que dans l'autre, il n'y avait rien. Alors, on n'aurait qu'une des deux. Il n'y en avait qu'une des deux allumée, parce que l'autre était vide. Alors, ça se pose pas dans les questions, il n'y a pas de complexe, n'est-ce pas? Il s'agissait de manger, de donner à bouffer. Ah, je me rappelle d'une chose, c'est que chez nous, on bouffait des nouilles. On bouffait des nouilles, pourquoi? On faisait une lessiveuse de nouilles. Parce que la nouille est le seul aliment, vous parlez justement d'une gargote, le seul aliment qui peut se faire et qui n'a pas d'odeur. Car la dentelle, et surtout la dentelle ancienne, retient des odeurs. Par conséquent, j'ai vécu dans la panique de l'odeur. Donc il n'était pas question ni de viande, ni de poisson, ni de rien. La nouille. Alors la nouille. Alors ma mère, ma pauvre femme, il y avait un escalier, n'est-ce pas? Alors pour monter l'escalier, elle était infirme. Pour monter un escalier d'un étage, en tire-bouchon comme ça, pour pas le monter le moins possible, eh ben elle faisait une lessiveuse de nouilles. Alors on bouffait de la nouille, avec peu de beurre, et le soir, hein, très peu. Et ça fait que j'étais élevé aux nouilles à la panade. Passage Choiseul, il n'y a pas beaucoup de spectacles de la nature. Ah, il n'y en a aucun. Alors, un petit gosse de Paris connaît peu la nature, le ciel, l'air pur. Comment avez-vous découvert la nature? Au cimetière, pour aller voir la tombe de ma grand-mère, quand elle est morte, au cimetière. Et puis, au Square Louvain, parce que c'était mon école. Alors, je voyais la nature. Votre école était à côté du Square Louvain. C'est dans le Square Louvain. Comment avez-vous fait vos études? Enfin, quelles études avez-vous faites? Ah ben, j'ai fait les études primaires, jusqu'au certificat d'études. Vos parents vous destinaient à quel métier? L'ambition de ma mère, c'était de faire de moi un acheteur des grands magasins. Il n'y avait pas plus haut dans son esprit. Quant à mon père, il ne voulait pas que je fasse des études parce qu'il trouvait que c'était la misère. Il le voyait parce qu'il en était dedans. Mais qu'est-ce qui vous a fait penser à être médecin? Ah, moi, l'admiration que j'avais pour la médecine.
Alors, de voir des médecins, je trouvais ça épatant. Quand vous étiez petit, cela vous semblait-il important d'être écrivain? Ah, pas du tout, je trouvais ça ridicule, ce type qui s'assoit sur un bilisme à baver, écrire des trucs, pourquoi il n'en saurait plus qu'un autre, ça me paraît toujours une extraordinaire... C'était l'avis de mon père, d'ailleurs, qui trouvait ça ridicule. Quand avez-vous passé vos bachots? J'ai passé mes bachots une partie avant la guerre, juste avant de m'engager, en 12, et puis j'ai passé après en 18. Mais entre votre certificat d'études et votre premier bachot, vous avez... Ah ben je potassais moi-même, dans les manuels, qu'on peut acheter n'importe où. Que faisiez-vous à ce moment-là? Ah, j'étais garçon de course partout, et livreur et apprenti partout. J'étais chez Latoche, j'étais chez Raymond, j'étais chez Wagner. Or j'en ai eu 12 patrons, 12 métiers, 13 misères, comme dit le proverbe. Ça fait que j'ai fait beaucoup. J'étais très actif. Je suis podeur maintenant, ainsi, n'est-ce pas? Et vous avez eu votre premier bachot haut la main. Dans le voyage au bout de l'Aisne. Oui. Votre héros s'engage à 18 ans parce qu'il est entraîné par une musique militaire. Zéro. Non, ça c'est l'imagination. Vous vous êtes engagé par patriotisme, par vocation ou par accident? J'avais un certain goût aussi, oui, parce que je suis lyrique, alors un peu con. Alors c'était toujours l'histoire de... Je voyais ça flamboyant. Du Racine de Reichshoffen, ça me paraissait quelque chose de très brillant, je dois dire. Alors, les Racine, pas assez brillant. C'était l'homme tank de l'époque, c'était un tank. Votre héros du voyage, Bardamu, découvre la guerre par la peur. On a dit de vous que vous n'étiez pas courageux. Est-ce que vous avez peur de la mort? Oh putain, maintenant, voyons, ça serait un soulagement. Non, c'était pas... À cette époque-là. Ah, j'avais des raisons encore de vivre, n'est-ce pas? J'avais pas le même instinct qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en fous, tout de suite devant tout le monde, ça fera bien dans la caméra. Mais ça, à ce moment-là, j'avais encore des illusions. Pas des illusions, mais l'instinct de vivre. Mais vous aviez déjà votre vocation de médecin en vous, malgré tout. Ah oui, toujours beaucoup. Et alors, Mais pourquoi vouliez-vous être médecin? Ah ben ça c'est simplement, c'est la vocation. Par respect de la vie humaine, par pitié pour les hommes Non, pour faire quelque chose de médical, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait longtemps plaisir. Quand j'ai pratiqué la médecine, il y a 35 ans maintenant, et il me faisait plaisir de guérir un homme de cerveau, de soigner une varicocèle, de m'amuser avec une rougeole. Je trouvais ça très bien. J'étais soigneur de tempérament, n'est-ce pas? Je le suis. Est-ce la souffrance de l'homme ou bien la maladie en elle-même qui vous intéresse? Ah non, la souffrance de l'homme, je dis, s'il souffre, il va être encore plus méchant qu'il n'est d'habitude, et il va se venger, et puis c'est pas la peine, il se trouve bien, bon, très bien, qu'il aille mieux, quoi, voilà. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Quels sont les écrivains que vous sentez les plus proches de vous, et ceux qui vous paraissent aux antipodes? Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Alors, des histoires, il y en a plein la rue, n'est-ce pas? J'en vois partout des histoires. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas? Et 1000 histoires. Il y a une clinique, je verrai toujours. Vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas chez l'écrivain un tempérament? C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent je vois, que, etc. C'est pas intéressant. Il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite. Alors, peut-être je n'ai des écrivains gratuits, qu'est-ce qu'on me montre? C'est des gratuites. Qu'est-ce qu'il a gueulé celui-là? Quel est votre sentiment le plus familier? La haine, le mépris, le dégoût, l'amour, l'amitié, enfin, quoi? Le travail. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode. N'est-ce pas? Moi, j'en ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Vous comprenez? Le vice de cette civilisation petite, etc., petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie, ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, mais on en a une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Vous comprenez qu'il y a une affaire qui compte par 10 minutes, alors qu'en vérité, les nouveautés, ben, c'est une affaire de 500 années, 1000 années. Quelle était votre plus grande joie dans la vie, justement? Ben, mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup.
Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça, ça faut appris que... non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, j'ai pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas en Dieu. Non, je suis positiviste, hélas. Je ne demanderais pas mieux d'y croire, mon Dieu, mais oh, ça pas, certainement, je suis mystique. Mais le bon Dieu, même, mon Dieu, il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup aux choses qui m'intéressent. Non, ça vraiment, non. Mystique, je suis certainement, mais vous me dites que vous n'avez pas eu de grande joie dans votre vie. Avez-vous eu une grande peine, enfin quelque chose? Ah, ça, j'ai été servi, alors, minute. Alors, oh, là, de ce côté-là, j'en ai eu des quantités. Ça, on m'a fait tout ce qu'il faut. Ça, oui, ça, vraiment, j'ai eu beaucoup, ça. Beaucoup, je n'insiste pas, mais vraiment, j'ai tout eu. Tout. Est-ce que vous souffrez quand vous pensez que certaines personnes disent ou pensent du mal? Non, ça, je m'en fous énormément. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas? Mais croyez-vous à l'amour? Et si on prend la vie comme une chose très amusante, dame, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité. Mais par exemple, je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Mais vous qui, par vos livres, faites figure de prophète et de prophète d'Apocalypse, est-ce que vous croyez que le ciel va vraiment s'obscurcir? Est-ce que vous croyez que cela va aller mal pour les hommes? Enfin, dites-nous, si vous voulez, comment vous voyez l'avenir immédiat? Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient « je n'y vais pas ». Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un osotropisme chez l'homme. Par exemple, quand vous voyez les accidents d'automobile arriver, ne croyez pas qu'ils soient tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a des vicieux, il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre. Évidemment, le bonhomme ne monte pas en auto en disant « je vais me précipiter contre un train ». Mais l'envie est là, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai observé moi-même à plusieurs reprises. Particulièrement chez les chirurgiens, des gens distingués. Je les vois me conduire dans la voiture, n'est-ce pas, d'une façon qui est suspecte. Et ils vont. Il y a, tous les hommes de la Terre n'ont qu'à aller à la mairie dire moi, vous savez, je ne vais pas à la guerre. Ben, il n'y aura pas de guerre. Hein. Sinon, qu'ils la conservent, c'est parce qu'ils aiment ça. Ce désir... besoin de destruction. Disait Montluc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas? Seigneurs et vous, capitaines, qui meusez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose. Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle serait votre dernière pensée? Au revoir et merci. Ça suffit, oui. Oh, doucement. Je ne vous veux aucun mal, mais mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même, ça va. Moi, je suis trop occupé. J'ai manqué l'égoïsme. C'est assez rare. Parce que le monde en est plein, n'est-ce pas? Et tandis que Louis-Ferdinand Céline retourne à sa solitude pleine de fureur et de vision, juste au-dessus de sa tête, au premier étage, où il n'est jamais monté, toute la journée, les élèves de Lucette Almanzor dansent, 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 dansent.